législatives. Donc, comment allez-vous en ce moment? Moi, je vais très bien. Je me porte très bien. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Donc, vous avez fait, au cours des élections territoriales, ici ce matin, 43%. Vous êtes arrivé second à ces élections. Et quelle analyse vous faites de cette élection-là? Permettez-moi, puisque je ne suis pas encore passé à cette télévision depuis les élections, oui. de remercier l'ensemble de la population et la partie de la population qui a fait partie du score des 43% qui m'ont permis de siéger en tant qu'opposition au conseil territorial. Donc je remercie cette partie de la population. Mais pour répondre à votre question, je siège donc en tant qu'opposition. La population a envoyé un message qui était clair. Je crois qu'il n'y avait pas photo entre le premier, le deuxième, plutôt entre les deux premiers candidats et le troisième candidat. Je crois que le troisième candidat était à 12 et quelques %. Et ensuite, nous étions à 32 et 34% pour le premier tour. Donc, la population donnait un message très fort de vouloir changer de gouvernance. Donc, ça a été bien entendu. Et puis après, on a pu voir que sur l'ensemble de la deuxième partie de la campagne, donc la deuxième semaine, après qu'il y ait tous les reports qui étaient demandés en faveur de mon candidat, du candidat qui était mon concurrent, malgré ça, nous avons quand même fait un score qui était assez rapproché par rapport à la configuration de l'élection. Et donc, je crois que la population a été plus ou moins répartie sur cette dernière partie. Donc, aujourd'hui, je suis en opposition et j'agirai en tant que tel, parce que quand même, comme vous dites, 43%, ce n'est pas rien. C'est une représentation significative en tant qu'opposition. En tant qu'opposition, vous faites partie du conseil exécutif dans le conseil territorial de Saint-Martin. Est-ce que ça signifie, est-ce que vous avez vu en cela une ouverture de la part du groupe des 3R? Alors, une ouverture suppose, lorsqu'on parle à l'échelle nationale, par exemple, comme nous le voyons aujourd'hui, que le président ouvre à ses ministres, à des ministres ne faisant pas partie de son groupe politique, des portefeuilles. À Saint-Martin, il n'y a aucun des membres de l'opposition qui occupe un portefeuille au sein du conseil territorial. Je ne lance pas la pierre, je dis simplement qu'il avait été mentionné qu'il y allait avoir un gouvernement ouvert, qui aurait des propositions de portefeuille et que voilà. On nous a donné la charge d'une commission consultative et vous savez tout aussi bien que moi, les commissions consultatives ne sont pas celles qui font le travail de création, mais un travail de consultation, c'est-à-dire qu'on révise ce qui a été proposé pour le conseil territorial, mais cette commission n'a qu'un avis consultatif. Voilà. Donc aujourd'hui, parler d'ouverture, je ne pense pas qu'on peut l'indiquer ainsi. En tous les cas, pour l'instant. Pour l'instant, ok. Et aux élections territoriales, vous avez mobilisé vraiment une grande partie de la population, 43%, sur un projet très porteur pour Saint-Martin. Et qu'en est-il en ce moment? Est-ce que pour les futures élections à venir au niveau législatif, quel rôle vous comptez jouer et quel projet vous comptez, par exemple, mettre en avant pour la population saint-martinoise puisse voter pour vous? Alors, deux choses. Le projet dont vous parlez faisait partie d'un programme et l'ensemble d'un programme. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas que le projet, il y avait autre chose. Mais quand bien même, aujourd'hui, on en est à ce stade du projet, c'est une question qu'il faudra demander au président et à son équipe. Je pense qu'ils vont y arriver, puisque je ne vois pas comment, et je ne changerai pas d'optique, je ne vois pas comment on pourrait changer ou évoluer aujourd'hui si on ne se tourne pas vers les capitaux privés. Et c'est de ça qu'il s'agissait, pour du développement endogène économique, que ce soit un développement de front de mer, que ce soit un aéroport, que ce soit un port. Voilà, donc je pense qu'on va y venir, et l'avenir, je pense, me donnera raison. En ce qui concerne les nouvelles positions que je brigue
par le conseil, la place de député, il faut comprendre un peu le rôle du député. Je crois que pour que la population puisse sortir voter, il faut qu'ils comprennent aussi l'institution, très important. Le député aujourd'hui, contrairement à un sénateur, est élu par la population. Le sénateur est élu par ses pairs étant les élus qui siègent au conseil territorial. Donc il doit rapporter aux élus. Le député, lui, il doit rapporter à la population. Donc tout ce qui est, par exemple, vous avez fait le lien entre le projet, par exemple, du développement de front de mer et le rôle du député. Et bien voilà, il y a des autorisations qui seront nécessaires. Autorisation de la loi sur l'eau, des autorisations diverses. Et bien voilà des choses que le député peut faire accélérer en étant la représentation au plan national et en pratiquant ce qu'on appelle le lobbying. Voilà. L'autre rôle du député, mis à part le fait d'être proche de sa population, à l'écoute pour ensuite apporter des amendements aux lois proposées ou demander des lois au plan national, c'est d'être une veille législative. Je m'explique. Lorsque le Sénat propose des lois ou lorsque l'Assemblée nationale, par un député, propose une loi, le député que nous sommes devons faire attention à ce que cette loi n'ait pas des conséquences néfastes pour notre île ou pour notre circonscription. Et c'est dans ce cadre qu'intervient le député en portant des amendements à cette loi afin d'en modifier les conséquences pour notre circonscription une fois de plus. Ça, c'est parmi les rôles du député. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier d'esprit, sortir de l'esprit, c'est que non seulement il a un rôle sur le terrain, mais il a aussi un rôle à l'échelon national. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous faisons partie du Parlement. Le Parlement qui est composé par l'Assemblée nationale, où siègent les députés, et le Sénat, où siègent les sénateurs. Nous réfléchissons et nous proposons et nous intervenons sur des questions qui sont d'une dimension nationale, qui affectent la France entière. Donc, c'est à ce moment-là que les deux blocs, qu'on va appeler droite-gauche, peuvent venir en conflit sur des questions qui sont d'ordre national. Maintenant, il est certain que pour sa circonscription, chaque député va aller batailler son bout de gras de façon directe, en amenant ses dossiers, en travaillant ses dossiers, en proposant des solutions, en proposant des lois pour sa circonscription, sans qu'il y ait un effet particulier sur les autres circonscriptions. Donc c'est là encore un rôle de lobbying avec l'opposition ou avec un groupe majoritaire, en discutant avec les députés, en travaillant avec les autres députés, afin de faire que son dossier soit réalisé. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Lorsque nous avons eu l'article 74 a été voté à l'Assemblée nationale, il a été discuté au Sénat, le projet de loi a fait la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'était une proposition de loi du gouvernement, par ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés, nous, en tant qu'élus à l'époque, c'était le conseil, c'était le maire et quelques conseillers et d'autres hommes politiques, nous avons été démarcher les députés afin de réussir à faire passer cette loi au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons été aussi voir des sénateurs pour pouvoir pousser notre loi. Cette loi n'avait des effets que sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, si vous voulez, les autres sénateurs, dès l'instant où la loi avait un aspect logique dans sa conception, par le lobbying que nous avons fait et par le lobbying des autres députés qui n'étaient pas nécessairement de droite ou de gauche, voilà, on fait que la loi elle est passée. Donc deux types de lois différentes, celle qui est applicable que sur notre territoire, que nous en tant que députés que nous serons demain pouvons demander. Ces lois pourront être amendées ou critiquées par les autres députés, mais qui auront des effets que sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais aussi des lois qui auront des effets nationaux sur l'ensemble de la France et qui là vont se voir confronter les deux blocs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que dans le débat des élections législatives, c'est une élection qui est dans l'histoire de Saint-Martin. La première fois que Saint-Martin disposera d'un député pour les deux îles. Je pense qu'il était nécessaire d'en avoir un pour chaque île parce qu'avec des problèmes différents, des fonctionnements différents. Il y a une île qui est pays et territoire d'outre-mer et l'autre qui est RUP, région ultra-périphérique. Mais la situation elle est escalée et donc il faut un député pour les deux.
Mais c'est un point aussi sur lequel nous pouvons travailler à vouloir défendre le fait qu'il nous est nécessaire d'avoir un deuxième député. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que ce redécoupage des deux circonscriptions, est-ce que n'a pas lésé quand même les intérêts de Saint-Barthélemy, qui est une petite circonscription par rapport à notre île Saint-Martin? Oui, on peut le voir comme ça effectivement par l'ensemble des votants qui est à Saint-Martin, l'ensemble des votants qui est à Saint-Barthélemy. Si nous avions l'ensemble des personnes inscrites qui votaient à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans ce cas-là, n'aurait jamais de député. Je pense qu'il faut le voir aujourd'hui différemment. Et c'est pour cela que la personne qui a été choisie pour être ma suppléante est de Saint-Barthélemy. Nous avons décidé que ça soit, on appelle ce poste le poste de suppléant, c'est-à-dire qui intervient qu'en cas de décès, de maladie ou de démission du député. Mais quand bien même, nous avons donné plus d'importance à ce poste en disant qu'il s'agira effectivement d'un co-député. Et pourquoi co-député? Pour bien impliquer, pour bien montrer que le suppléant ne sera pas que un suppléant, il sera quelqu'un qui sera impliqué au même titre que le député. Il ne siégera pas à l'Assemblée, mais il travaillera les dossiers de Saint-Barthélemy. C'est quelqu'un qui connaît et qui a la parfaite connaissance des dossiers sur Saint-Barthélemy. Qui plus est, c'est une élue, qui est troisième vice-présidente il s'agit de Karine Mio, c'est ça? Voilà, Karine Mio. Et donc voilà, pour moi et pour Karine, c'était important de montrer cette notion de co-député. Bon, c'est un terme que nous avons un petit peu inventé parce que ça n'existe pas. C'est vraiment de suppléant dont il s'agit. Mais pour donner plus de force à cette représentation, pour bien montrer qu'elle sera effective et non pas supplétive, nous avons préféré parler de co-député. Justement, en parlant de Karine Mio, elle est vice-présidente du conseil territorial à Saint-Martin. C'est un atout pour vous qu'elle soit quand même votre suppléante. Disons que du côté de Saint-Barthélemy, ils ont voté aux dernières élections présidentielles à 82% pour la droite présidentielle, oui. La droite en France. Donc, c'est un atout pour vous d'avoir à votre côté une femme comme ça c'est déjà pour moi un atout d'avoir une femme parce que, au moins, même si ce n'était pas une obligation, on a respecté la parité. Voilà, ça c'est un premier point qu'il fallait bien souligner. Le deuxième point, oui, c'est vrai que on aurait pu avoir un député et un suppléant de Saint-Martin. Mais outre le fait qu'effectivement, il fallait prendre un député de Saint-Barth pour un calcul de voix, je pense quand même que c'était tout à fait normal que pour un député de deux circonscriptions, enfin un député pour les deux îles qui sont dans la même circonscription, c'était normal que si le député est de Saint-Martin, que le suppléant soit de Saint-Barth, et que si le député était de Saint-Barth, ou le candidat de Saint-Barth, que le député soit de Saint-Martin. Regardez, lorsque Lurel a été élu, il a eu la bonne idée de prendre un suppléant à Saint-Martin, mais c'est Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui ont fait que M. Lurel avait été élu à l'époque avec M. Washington comme suppléant. Donc oui, pour le calcul, c'est vrai que pour chacun des candidats, c'est mieux d'avoir le suppléant de Saint-Barthélemy, ou s'il y avait un candidat de Saint-Barthélemy, d'avoir un suppléant de Saint-Martin. Parce qu'à l'inverse, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de voix à Saint-Martin à prendre. Et nous avons constaté, durant ces dernières élections aussi, M. Gibbs, que la droite qui représente Saint-Martin est bien divisée. Et nous venons de constater aussi la démission du sénateur en tant que président de l'UMP à Saint-Martin. Donc, quelle analyse vous faites, par exemple, de la situation de la droite ici à Saint-Martin? L'analyse que j'en fais, c'est que peut-être que si on est arrivé là, c'est que certains n'ont pas assumé le rôle qu'ils auraient dû assumer. C'est peut-être aussi me donner raison sur des choses que j'avais vues venir depuis longtemps et qui m'ont fait quitter d'ailleurs le mouvement, parce que j'avais bien précisé que c'était des raisons locales, plus que nationales, même si le national avait aussi sa dose de responsabilité dans l'implication de la vie politique de Saint-Martin, mais essentiellement pour des raisons locales, et qu'aujourd'hui, à deux niveaux, la population elle a tranché aussi.
la population, elle a envoyé un message clair. Moi, j'ai quitté pour incompatibilité sur le leadership qui était proposé par rapport à la méthode et par rapport au fonctionnement de l'institution. Mais la population a décidé, elle, par le vote qu'elle a mis, en disant, voilà, nous ne voulons plus de cette manière de gouverner, de cette gouvernance. Nous voulons quelque chose de différent. Et l'écart, encore une fois, entre les deux premiers et le troisième était caractéristique. Donc aujourd'hui, le résultat de ce qui se passe n'est que la conséquence d'inaction de hier. Donc je ne peux que constater que mes gestes de hier m'ont donné raison. On peut me critiquer de tous les mots, de tous les noms. Le résultat, il est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de l'éclatement de la droite ici à Saint-Martin ou bien une autre vision de la droite ici? Je pense qu'on peut plutôt parler d'éclatement, oui, parce qu'il y a une explosion au sein de ce mouvement, mais je pense qu'il y a une autre vision qui s'installe de la droite. Mais au-delà de la droite et au-delà du mouvement national, je crois qu'il y a une autre vision de la façon de manager et de gouverner en général. En général. Donc, vous avez eu le soutien implicite même de l'UMP et de France. Hein, et comment voyez-vous cela? Comment je le trouve? C'est bien. Je veux dire, quand vous êtes politicien et que vous êtes dans l'arène politique, on m'a tellement critiqué de ma jeunesse politique. Ben aujourd'hui, je prouve que cette jeunesse a pris un peu d'expérience et qu'une voix, c'est une voix et qu'un soutien est un soutien. Et de la même manière qu'on m'a critiqué le soutien du maire Albert Fleming pendant les élections territoriales, de la même manière on me critique le soutien de l'UMP, mais qui refuserait un soutien? Alors est-ce que, je pose la question, est-ce que M. Richardson a refusé le soutien de M. Fleming, de Mme Ogundele, de M. Jeffrey, enfin, de toutes les personnes qui ont appelé, non peut-être pas M. Jeffrey, mais de toutes les personnes qui ont appelé à voter pour lui? Je pense qu'il faut tirer l'expérience aussi du passé. On ne peut qu'être agréablement surpris lorsqu'on nous propose des soutiens. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous savez, je n'ai jamais caché au monde, ni à cette île, que j'étais un homme de droite. J'ai montré mes différences et j'ai montré, et je pense que ça c'est aussi la raison pour laquelle les gens me respectent en tant que tel. C'est que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'il y a des points qu'il faut souligner, je les montre. Lorsqu'il y a eu des actions à mener, je les ai menées. D'accord. Donc aujourd'hui, que l'UMP me soutienne, c'est parce qu'ils savent qu'au demeurant, je suis de la même famille. La même famille. Et il n'y a pas eu aussi un calcul politique aussi, au niveau, par exemple, vous avez fait quand même 43 ou 44% des voix. Aux dernières élections, vous êtes le mieux placé pour la droite de le représenter sur le terrain, n'est-ce pas? Jonas, moi je suis content que ce soit vous qui le disiez, parce qu'effectivement, je ne peux pas réfléchir ou penser pour eux, mais je pense que le calcul a été vite fait. Je veux dire, si vous aviez à miser sur quelqu'un, et que vous avez un candidat qui est votre famille politique, même sans être membre, qui fait 43%, et que l'autre candidat 3,5%, je pense que oui, la réflexion, elle est vite vue à ce moment-là. Tout à fait. Vous avez raison. Merci. Est-ce que dans l'éventualité d'un second tour aux prochaines législatives, est-ce que vous feriez appel à vos partisans de la droite ici à Saint-Martin? Mais alors, déjà, je vais vous dire, en tant que politique, je ferai appel à l'ensemble de la population. Alors, j'espère bien que les 43% qui nous ont fait confiance dans cette dernière élection passée continueront à nous faire confiance, mais j'entends bien aussi gagner les autres qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes dans une configuration différente, nous sommes dans une élection différente, et nous essayons de porter et de défendre les couleurs de Saint-Martin au sein d'une assemblée parlementaire sur le territoire national du mieux que nous pouvons, entre moi-même et Madame Mio. Et pour cela, j'appelle à l'ensemble de la population et saint-martinoise et de Saint-Barthélemy à voter pour nous. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi l'île de Saint-Barthélemy
qui n'avaient pas voté avant à Saint-Martin. Donc là aussi, nous appelons à un soutien de la population de Saint-Martin. Mais, monsieur le président actuel de Saint-Barthélemy, il a décrit un petit peu cette division vers la droite et dans la presse, il a dit que c'est son vice-président, la personne de Karine Mur, qui vous a donné son soutien. Est-ce que vous avez au sein, par exemple, de la droite de Saint-Barthélemy, un soutien implicite également de toute l'équipe de la droite qui dirige actuellement? Écoutez, nous avons jusqu'à vendredi pour déposer les candidatures. Attendons et voyons ce qui va se passer après. Je pense que M. Magras est président de l'UMP Saint-Barthélemy. L'UMP national a soutenu un candidat. Théoriquement, lorsque la maison mère demande de soutenir, en général, je dis bien, puisqu'à Saint-Martin, ce n'est pas le cas, mais on voit ce qui se passe après, les consignes sont suivies. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider, c'est à ceux qui sont dans ces positions de décider. Voilà, moi, je préfère m'en remettre à l'avenir. Moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que je crois d'abord aux valeurs et aux messages que nous portons à la population. Je crois à la représentation meilleure que nous voulons donner sur le territoire national. Je crois à toutes ces valeurs que nous partageons avec Karine pour les échéances à venir et pour représenter notre île de la meilleure façon nos îles de la meilleure façon qu'il faudrait. Monsieur, juste une dernière question, Monsieur Guise, je sais que vous allez partir. Et quels seront, par exemple, les intérêts les plus immédiats à défendre à l'Assemblée nationale pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Comme je vous dis, déjà, nous allons sortir notre programme en fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc, on aura plus de clarification. Je pense que tout le monde a joué un peu le jeu de la cachotterie jusqu'au jour du dévoilement parce que la campagne démarre d'abord le lundi qui vient. Mais au-delà de ça, vous savez, il y a des enjeux nationaux. Lorsqu'on est député, on n'arrive pas là en disant voilà, je viens appliquer mon programme comme celui de l'élection passée. On vient là